Petit coup de boisson déjà pour s'échauffer. Ça manque un peu de livres, non? Quand même. Regarde. Ouais, voilà, tout de suite, c'est mieux. Bonjour à toutes et à tous. La plupart des gens ont une certaine connaissance de la mythologie grecque et du fait que les constellations occidentales proviennent d'eux. Mais pourtant, il existe et a existé d'autres peuples qui ont leur propre mythologie avec leurs propres constellations et d'autres façons d'utiliser la science qu'est l'astronomie. Et nous allons nous intéresser aujourd'hui à l'astronomie dans les pays scandinaves, mais plus particulièrement pendant l'ère viking. Allez, un petit saucisson pour la route. Les Vikings, ces hommes et ces femmes du Nord qui ont la réputation d'être de féroces guerriers ou encore de très bons navigateurs et aussi de très bons commerçants et de bons gros buveurs aussi. Eh bien ce n'est pas ce qui nous intéresse aujourd'hui. Avant de parler astronomie, commençons d'abord par parler de la période, de l'âge, de l'ère même viking et même pour commencer tout simplement du mot viking. Tout d'abord, l'étymologie du mot viking, qui est utilisé pour les désigner, est fortement discutée et n'a sûrement été créée que vers la fin de l'âge des vikings, pour désigner ce que l'on appelait plus couramment à leur époque hommes du Nord ou en latin normand, d'où la région appelée Normandie en France. D'autres noms étaient utilisés pour les désigner comme danois, pirates ou encore païens. Alors malgré l'emploi du mot danois, le mot viking regroupe plutôt trois peuples, que sont les Norvégiens, les Suédois et les Danois. Le mot viking désigne des personnes prenant la mer pour aller s'enrichir par le commerce ou la piraterie. Ce terme fait donc référence à une activité et ou un mode de vie plutôt qu'à un peuple. Mais nous utiliserons le mot viking pour parler de la population scandinave en général pendant cette période-là, entre l'an 700 et l'an 1000. Ces hommes et ces femmes ont navigué pendant plus de 300 ans à travers l'Europe et même encore plus loin. Ce sont les premiers à avoir découvert l'Amérique. Alors Christophe Colomb, tu te calmes, surtout que tu n'as pas fait exprès toi non plus. On va rapidement résumer les gros points de l'ère viking. Tout commence donc vers 793 où ont lieu les premières expéditions vikings vers les côtes anglo-saxonnes et le pillage du monastère de Lindisfarne en Northumbrie. Quelques années plus tard, à la fin du 8e siècle, les vikings créent des comptoirs en Russie de la mer Baltique à la mer Noire. Durant le 9e siècle, les Vikings continuent leur raid en terre anglaise mais aussi en France et commencent à s'installer durablement. Durant ce siècle, ils découvrent aussi l'Islande vers 870 et commencent à s'y installer. En 878, le roi du Wessex, Alfred le Grand, défait les hommes du Nord et ceux-ci commencent à se convertir au christianisme. En l'an 911, le chef viking Roland fonde une principauté en Normandie. Petite info bonus, la reine d'Angleterre Élisabeth II est une descendante de Roland. Et oui, il y a un lien de parenté. Vers le milieu du Xe siècle, le roi du Danemark, Harald à la dent bleue, se convertit au christianisme, ce qui déclenche une sorte de conversion de masse des pays scandinaves au christianisme. En 985, les Vikings, guidés par Éric le Rouge, colonisent le Groenland et découvrent l'Amérique du Nord. Durant le XIe siècle, ont lieu les dernières expéditions vikings qui sont quasiment tous devenus chrétiens. En l'an 1066, Harald le Sévère, roi de Norvège, tente d'envahir l'Angleterre, mais il est vaincu et tué lors de la bataille de Stamford Bridge. Pendant la même année, les Anglo-Saxons sont vaincus par Guillaume le Conquérant, dont l'ancêtre est le Danois pour ne pas dire viking, Roland. Guillaume le Conquérant devient roi d'Angleterre. Et ces événements marquent généralement la fin de l'âge viking. Voilà, c'était un petit résumé. Vous pourrez bien sûr trouver d'autres vidéos bien plus détaillées sur le net. Maintenant, on va enfin pouvoir parler d'astronomie. Enfin, on va essayer. Parce que des vidéos et des documentaires sur les Vikings, il y en a beaucoup. Beaucoup. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est le rapport qu'avaient les Vikings avec l'astronomie. Il y a très peu de chercheurs traitant ce sujet. La plupart des gens qui étudient la mythologie nordique ne travaillent pas sur l'astronomie. L'intérêt pour l'astronomie pendant l'ère viking est donc un domaine assez nouveau. Et donc niveau info, c'est compliqué. Il y a bien des textes runiques, mais ce sont pour la plupart des poèmes ou des pierres gravées en la mémoire d'un défunt. Pourtant, de nombreuses activités vikings nécessitaient des connaissances sur le calcul du temps et sur ce que nous classerions aujourd'hui dans la catégorie de l'astronomie, rien que pour la navigation déjà. Ils n'ont sûrement pas fait que longer les côtes pour parvenir jusqu'à ce qui sera plus tard le Canada. Même avec de la chance, le voyage océanique durerait plus d'une semaine et la Terre pourrait ne pas être en vue pendant des semaines. Les méthodes de navigation utilisées comprenaient donc sûrement des observations terrestres mais aussi célestes.
Dans la série Viking, fallait en parler un moment. Ragnar parvient à arriver en Angleterre grâce à une sorte de caillou. Mais attention, pas n'importe quel caillou, une pierre de soleil. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Grâce à celle-ci en tout cas, il a pu se diriger en trouvant la position du soleil. Alors cette pierre est aussi citée dans le passage d'une saga écrite au XIIe siècle sur le roi de Norvège, Olav Haraldsson. Et il pourrait s'agir d'un spat d'Islande, qui est un cristal calcite transparent relativement courant en Scandinavie. Cette pierre a la propriété de dépolariser la lumière du soleil, la filtrant différemment selon la direction où on la pointe. Cependant, l'utilisation de cette pierre n'est pas confirmée et après de nombreux tests, c'est pas très concluant. Donc la pierre de soleil, c'est pas gagné. La plupart des découvertes archéo-astronomiques ont été faites du côté de l'Islande. Cela dit, le climat présent n'est pas très favorable aux découvertes archéologiques. En gros, il faut avoir pas mal de chance pour faire des découvertes importantes. Pas d'instruments retrouvés et les textes n'en mentionnent guère. On suppose donc fortement que les Vikings n'utilisaient pas d'instruments, à part la soi-disante pierre de soleil. Pour trouver d'autres informations, il a donc fallu se pencher vers la mythologie nordique et les textes qui en parlent. Les seuls documents écrits parlant d'astronomie au temps des Vikings ont été rédigés après le XIe siècle et donc après l'ère viking. Vu la date de rédaction des textes et les auteurs, on peut très bien penser qu'ils ont été un peu tournés à la sauce chrétienne. Les écrits qui nous sont parvenus sont donc des traductions plus ou moins directes. Les auteurs devaient connaître les anciens noms scandinaves, mais les ont remplacés par les noms latins. Pour info, la mythologie nordique est un dérivé de la mythologie germanique. Les légendes sont identiques, mais il y a quand même des variantes au niveau des régions, ne serait-ce déjà que pour les noms employés. Alors là encore, nous n'avons pas énormément de noms sur les constellations qu'ils utilisaient, car l'utilisation des noms latins pendant la période médiévale et le mouvement culturel appelé romantisme au XIXe siècle a un peu tout niqué. Oui, c'est pas très romantique dit comme ça. Encore aujourd'hui, de nouveaux noms et de nouvelles traditions sont inventés. Il faut donc trouver des sources fiables. Et pour ça encore, c'est pas gagné. Bon, déjà, je vais commencer par m'excuser pour toutes les heures de prononciation que je vais faire. Je me suis entraîné, mais non, c'est toujours pas terrible. Snorri Sturluson. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Non? Eh bien moi non plus, avant que je découvre qu'il n'avait existé. Snorri Sturluson était un homme politique islandais, mais il était aussi historien et poète. Celui-ci, bien qu'ayant vécu un siècle après la fin de l'ère viking, a rédigé des textes, des écrits regroupés dans ce que l'on appelle l'Edda de Snorri. A savoir qu'il existe deux Eddas, l'Edda en prose, qui est celui de Snorri, et l'Edda poétique, qui a été écrit bien plus tard, qui est une retranscription des poèmes qui jusque-là étaient transmis oralement. C'est dans ces deux Eddas que sont regroupées la majeure partie de nos connaissances sur la mythologie scandinave. Les textes sont en vieux norrois, qui était la langue utilisée par les Vikings. Comme pour la mythologie grecque, les histoires et les poèmes écrits dans les Eddas expliquent comment les étoiles se sont retrouvées dans le ciel. Dans un poème intitulé Volupsa, qui aurait été rédigé vers l'an 1000, l'origine des étoiles et des planètes est mentionnée, ainsi que leur fin, le Ragnarok. Dans ces textes, nous pouvons retrouver 5 constellations que nous connaissons, mais qui portent bien sûr les anciens noms nordiques. Les Yades dans la constellation du Taureau représentent la bouche du loup. La ceinture d'Orion, quant à elle, représente les pêcheurs. La petite ours, elle, représente le char de la femme, et la grande ours, le char de l'homme. Et nous pouvons aussi parler d'Auriga, qui représente le champ de bataille d'Hazard. Il y a même une constellation qui s'appelle l'orteil d'Orvandil. Un dieu se serait fait couper un orteil par Thor pendant une bataille. Donc le truc aurait volé dans l'espace. Voilà, que voulez-vous que je vous dise? Alors selon les différents textes, il y aurait plusieurs possibilités. Elle pourrait par exemple être Corona Borealis, la couronne boréale. Enfin bon, ce ne sont que des suppositions. Dans ces poèmes et ces histoires sont aussi indiquées des étoiles. Daxtarnia, qui signifie étoile du jour, correspond à Arcturus. Cette étoile était visible juste avant le lever du soleil à la fin de l'hiver et indiquait donc l'arrivée de celui-ci. Sudstarnia, qui signifie étoile du sud, correspond à Vega. Vega est visible dans le ciel du sud pendant l'été et dans le sud à minuit pendant le solstice d'été. L'Edarstarnia, qui signifie étoile guide, correspond à Polaris. Polaris se trouve toujours au nord et était probablement utilisé pour la navigation, d'où son nom étoile guide. Un chercheur islandais a élaboré une théorie selon laquelle la mythologie nordique pourrait être en fait une histoire des phénomènes astronomiques, ce que conteste en partie un chercheur danois. Gisli Sigurðsson, un ancien chercheur en histoire à l'Institut Árni Magnússon de Reykjavik, pense que la Gylfaginning, c'est le nom de la première partie de l'Edda de Snorri, tentait d'expliquer les étoiles et les mouvements planétaires dans le ciel, en faisant appel à des histoires et des images correspondant à ce que l'on pouvait simplement voir en levant les yeux. A savoir que cette théorie avait déjà été avancée par un médecin islandais, Björn Johnson, en 1994. Et il est vrai qu'utiliser le ciel pour raconter des histoires et les mémoriser, c'est une bonne idée. Ils utilisaient des éléments du ciel nocturne comme des structures physiques. Par exemple, la Voie lactée était Yggdrasil, l'arbre-monde. Alors je vous rappelle qu'à l'époque des Vikings, il n'y avait pas de pollution lumineuse, donc je vous laisse imaginer
la clarté du ciel nocturne. Ça devait juste être magnifique. Dans le récit de Snorri Sturluson, Yggdrasil est un arbre dont les branches s'étendent partout dans le monde et le ciel. Ses racines s'étendent dans 3 mondes différents. Asgard, où vivent les vieux, Jotunheim, où vivent les géants, et le monde souterrain de Niflheim, où se trouve le dragon Nidhogg et de nombreux serpents rongeant les racines de l'arbre-monde. Les constellations autour de la Voie lactée seraient donc elles liées à l'arbre-monde. Les dieux nordiques pourraient quant à eux être liés à des planètes. Odin par exemple serait la planète Mercure, ou encore Thor serait Jupiter. Si d'après Gísli Sigurðsson il est évident que les Vikings aient eu recours à des histoires pour retenir le nom des étoiles et le mouvement des astres, pourquoi avait-il besoin de savoir tout ça? Et oui, savoir des trucs c'est bien, mais s'en servir c'est encore mieux. Comme on a pu le voir dans les précédentes vidéos, les connaissances astronomiques servaient surtout pour l'agriculture et pour les rituels sacrés. On peut imaginer que comme dans beaucoup d'autres contrées à l'époque, la connaissance, le savoir était synonyme de pouvoir, même si les Vikings ont une réputation à plutôt aimer le sang, l'or et la gloire. Par exemple, Knut le Grand, un prince danois ayant conquis l'Angleterre en l'an 1016, possédait plusieurs manuscrits astronomiques de grande qualité qu'il avait fait réaliser par des savants pendant son règne en terre anglaise. Il s'en servait aussi comme calendrier pour les réunions ou les rendez-vous. Par exemple, 2 chefs qui programment leur prochain rendez-vous, ça pourrait donner rendez-vous dans 2 pleines lunes. Et d'ailleurs, cette importance du savoir astronomique est sûrement la raison pour laquelle ces connaissances ont été retranscrites, racontées et copiées même après l'âge viking. L'Edda de Snorri a été écrite au XIIIe siècle, soit quasiment 200 ans après l'avènement du christianisme et la fin de l'ère viking. Il a été copié plusieurs fois car, en plus d'être un conte sur les dieux, c'est aussi un manuel sur la poésie et l'astronomie populaire. Cependant, tout un chacun est averti au début du livre qu'il ne faut pas croire à ces histoires. Il ne faut pas croire aux croyances vikings, mais bien sûr aux croyances chrétiennes. Ça s'appelle comment ça déjà? C'est du foutage de gueule. Du foutage de gueule, voilà, exactement, c'est ça, c'est ça. De plus, concernant l'Edda et les interprétations qu'en fait Gísli Sigurðsson, elles seront et resteront toujours des interprétations personnelles. D'autres pistes restent donc encore à explorer. On trouve dans la littérature islandaise un homme nommé Starodi, de son vrai nom Odd Helgason, qui avait la réputation d'être un astronome très habile. De plus, il a vécu juste après l'ère viking. Un texte censé émaner de lui montre ses compétences en astronomie, ce qui témoigne d'une certaine tradition d'observation astronomique, qui a perdu de son importance avec une alphabétisation accrue et un nombre croissant de livres étrangers se propageant en Europe vers la fin de l'ère viking, ainsi que leur christianisation. Le texte attribué à Starodi se nomme Odatala, ou en islandais, le conte d'Odi, au moins c'est clair. Il ne couvre que quelques pages imprimées et le texte est clairement d'origine islandaise et n'a pas l'air d'avoir été influencé par la littérature médiévale. Le conte comprend 3 sections traitant de différents aspects du mouvement annuel du soleil. Le premier donne l'heure de l'été et de l'hiver, les solstices d'été et d'hiver, ainsi que les années bissextiles. La deuxième section décrit la position du soleil au cours de l'année. Et la troisième section nous indique la direction de l'aube et de la nuit au cours de l'année. Les dates données ne coïncident pas avec celles auxquelles nous sommes habitués, la différence étant due à l'erreur accumulée du calendrier julien au XIIe siècle. Ainsi, la datation dans les textes adhère aux vrais solstices et non à ceux indiqués dans le calendrier julien. Mais pourquoi les textes d'Odi et les études qu'il a menées nous sont-elles parvenues? Eh bien tout simplement car d'autres personnes ont jugé ce type de connaissances utile et l'ont recopié encore et encore. Grâce à tous ces textes, on se rend compte que les Vikings étaient conscients de la différence entre le temps du soleil et le temps des étoiles. Après la découverte de l'Islande et afin d'utiliser au mieux les heures d'été, un calendrier fut créé au cours de l'an 930. Cette fois-ci, on est donc bien dans l'ère viking. L'existence d'un calendrier nordique est mentionnée dans la chronique islandaise Íslendingabók, où un calendrier a été créé en l'an 930 et réformé vers l'an 955 afin d'essayer de compter le nombre de jours d'une année correctement et d'essayer d'inclure les années bissextiles. Ce calendrier a été utilisé du 8e au 12e siècle, en gros jusqu'à ce que le calendrier julien soit devenu la norme. Après la christianisation formelle du pays en l'an 1000, le calendrier a été modifié au fur et à mesure pour s'adapter au calendrier julien, alors que celui-ci était moins précis. Bref, ce calendrier islandais était donc basé sur les observations astronomiques. En résumé, on peut dire que la colonisation de l'Islande vers l'an 900 et le voyage vers le Groenland et la découverte de l'Amérique montrent que les Vikings avaient atteint un niveau de connaissance astronomique suffisant pour faire des voyages de très longue durée et avec une très grande efficacité. Ce type de connaissance a été développé par des observations indépendantes tout au long de l'ère viking et même avant. Cependant, l'avènement de l'alphabétisation et la christianisation des peuples n'a pas permis la sauvegarde des connaissances vikings ou alors très peu. Les sociétés scandinaves avaient, on le suppose donc, une très bonne connaissance de l'astronomie ainsi que leurs propres constellations et noms d'étoiles, qu'ils pouvaient facilement retenir à l'aide de leurs croyances. Ces noms ont été perdus
à l'exception de quelques noms que l'on peut retrouver dans la littérature islandaise. Malheureusement, il ne nous reste que quelques éléments de cette culture perdue, qui pourraient, on ne sait jamais, peut-être être accrus avec d'autres découvertes dans les archives islandaises. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, à liker, à la partager bien sûr, ça fait toujours plaisir. Sur ce, je vous dis à la prochaine tout le monde. A plus, ciao.